Question de preuve, le droit du sport. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années, fondateur de Rivercast Media, un réseau de podcasts qui héberge et produit des émissions dont Question de preuve, un podcast sur le droit et la justice par et pour les juristes. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. Aujourd'hui, nous allons accueillir un avocat, le Karate Kid du droit, qui spécialise sa pratique sur le droit du sport, les sportifs, autant amateurs que professionnels, et qui fait ça dans sa vie quotidienne. C'est une pratique qui est un peu différente parce que nous sommes à l'école ou à l'école de droit. Ça fait un peu partie de nos ambitions souvent d'être agent du sportif, agent d'artiste ou pratiquer des droits qui sont un peu hors du commun. Bien ça, c'en est un, le droit du sport, qui est un droit hors du commun. Certificat en sciences politiques 2008, bac à l'Université Laval en 2012, école du barreau 2015, master en droit des affaires spécialisé en droit du sport d'Aix-Marseille, Université 2016. Pendant son master, il effectue un stage dans le cabinet spécialisé en droit sportif Martins Rechtsanwalt à Munich en Allemagne. C'est sûr que je le dis mal, mais notre invité, Mathieu Laplante-Goulet, va nous en parler. Bienvenue. Bonjour Mathieu, ça va bien? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est super apprécié. Martin Rechtsanwalt. Même moi, je le dis tout croche, alors que mon allemand est pas particulièrement très développé. Là. J'ai fait un passage de quelques mois là-bas dans le cadre de mon stage. Tu as fait ton stage chez Gray Casgrain auprès de Maître Julius Gray. Ouais. Et depuis 2019, tu es chez Trivium Avocat. Exactement. Là, j'ai travaillé avec Maître Gray là, pendant quelques années. Ben, en fait, Maître Gray a une équipe derrière lui. Là, il n'est pas seul. J'ai vu plusieurs juristes et avocats et avocates travailler dans le cabinet avec qui j'ai travaillé. Et il y a environ 9 mois maintenant, j'ai quitté pour me joindre à Trivium Avocat c'est un cabinet qui me convient parfaitement, qui s'accorde bien avec mes idées progressistes, mais aussi, comment je pourrais dire, qui me donne la chance de pouvoir faire mon domaine du droit, le droit du sport, sur une base plus régulière, avec les réseaux qui nous sont offerts et la possibilité d'avoir une plus grande visibilité parce que chez Gray Casgrain, l'habitude est au droit fondamental. C'est un peu le go-to cabinet pour le droit fondamental, ce qui a été un de mes piliers fondamentaux de ma pratique, qui l'est toujours d'ailleurs. Mais au niveau de l'exposure, je dois dire que Julius Gray prend pas mal toute la place. Comment je pourrais dire, je ne m'hasarderais pas là-dessus, mais Julius étant Julius, il est connu, il est vu, les gens veulent l'entendre et moi, je peux dire, pour l'avoir côtoyé pendant des années, je veux dire, il a un caractère et les gens veulent entendre ce qu'il a à dire parce que ce qu'il a à dire n'est pas toujours la chose que les gens veulent entendre, mais c'est souvent la chose qui va venir choquer l'idée principale, puis l'idée établie dans le sens où il faut contester les choses. Dans le sens que l'ordre établi ne doit pas rester établi seulement parce qu'on dit que c'est comme ça. Je veux dire, le droit positif, c'est bien, mais encore une fois, il faut revenir au principe de base. Puis c'est pas parce que le droit positif tel qu'il est actuellement dit une chose que c'est nécessairement la bonne chose pour le futur. Donc, c'est du débat de philo-politique. Là. Je ne m'embarquerai pas dans ces choses-là, mais n'empêche que ça m'a donné une belle... un beau lancement de carrière au niveau québécois-canadien. Je veux dire, j'ai eu la chance d'aller avec Mike Gray à la Cour suprême, mais j'ai fait aussi des dossiers de Cour municipale de Montréal. J'ai été en cour d'appel très souvent, même pour mes 5 premières années de droit là, en tant que praticien. Je suis allé quand même 5-10 fois à la cour d'appel. Mais c'est pas de Mike Gray qu'on veut parler aujourd'hui et que c'est toi qu'on veut entendre parce que moi, ta pratique a vraiment piqué ma curiosité. Lorsqu'on a eu les premières approches, c'était évident qu'on voulait participer ou faire un petit projet avec toi parce que le droit du sport, comme je disais un petit peu en intro, c'est un droit qui est un peu méconnu et c'est sûr qu'on a une grande mise en situation à faire ensemble, mais une des questions qui me titille un peu, il n'y a pas de sport présentement, ça doit t'achaler un peu aussi ou C'est sûr que ça m'achale d'un point de vue de fan de sport, oui. Ouais. Mais en termes de droit sportif, avec les cancellations, je vous dirais qu'il y a encore beaucoup de litiges en ce moment. Donc, non, les litiges ne sont pas arrêtés, heureusement pour nous.
Donc, non, nous, ça n'a pas beaucoup ralenti. C'est sûr qu'il y a moins de litiges présents, mais il y a des litiges d'application, de nomination d'équipe nationale. OK. Qu'est-ce qui se passe avec les contrats qui ont été annulés pour les professionnels aussi? Je veux dire, leur saison a été annulée. Est-ce qu'on peut impliquer des conditions de force majeure? C'est quoi le droit applicable? On est où? Ouais. J'aime mieux parler de professions alternatives du droit. C'est pas comment je pourrais dire, le droit du sport, c'est pas un droit, un domaine du sport à proprement dit, à mon sens, c'est plus une thématique. C'est une matrice qu'on va venir mettre autour du droit commun puis du droit applicable dans plein d'espèces, mais avec une saveur, une touche sportive. Ouais, on parlait de ça d'ailleurs hier en préparation de l'épisode d'aujourd'hui. Tu fais du corpo, tu fais parce que il y a des contrats, il y a des gens qui sont derrière une compagnie, il y a le droit à l'image, il y a un paquet de choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes à ce sujet-là. Puis j'espère qu'on va essayer de toucher un petit peu à tout aujourd'hui pour On va essayer de partager ça avec nos collègues. Fait, question de base, comme on fait un petit peu tout le temps, qualification, mais moi la question que j'ai le goût de te poser, c'est quoi le sport pour nous, les avocats? Déjà, je vais expliquer comment je pourrais dire. Là, je vais essayer d'utiliser un funnel, un entonnoir. Là. Je veux dire, le sport, on a tous une idée de ce que c'est par le sport qu'on voit à la télévision, le sport qu'on pratique. Si je venais vous dire que les échecs puis le bridge peuvent être considérés comme un sport, peut-être qu'on n'aurait pas la même définition du sport en tant que tel. Mm-hmm. Et là, je peux faire l'exemple parce que comme j'ai fait mon master en Europe, en France, le sport est qualifié via le code du sport. Il y a un code du sport, il y a une loi maîtresse sur l'application sportive. Au Québec, au Canada, on est dans une position complètement différente. Dans le sens que si on regarde la loi constitutionnelle de 1867, puis on fait le partage des compétences et on cherche le mot sport, on ne le verra pas. On ne le verra pas, parce que ça n'avait pas été considéré, parce qu'à ce moment-là, le sport était quelque chose de purement régional, provincial. Donc, si on regarde la Constitution à ce niveau-là, l'article 92, 13 et 16 vont venir dire, le paragraphe 13 et 16 vont venir nous expliquer, dans le fond, que c'est une nature purement provinciale, donc c'est un champ de compétences provincial. Mais quand on regarde les Olympiques, les équipes nationales, c'est clairement pas, le sport n'est clairement pas de compétences purement provinciales. Non, parce qu'il y a aussi une compétence liée à la compétence d'attribution et la compétence résiduaire, les compétences dans le partage de compétences, qui fait que pour l'organisation nationale, là, il y a effectivement là, une possibilité de considérer que ça vient là. Mais après ça, on est dans une question un peu particulière où je vous ai sorti aussi une définition intéressante du sport là, qui vient d'une loi québécoise que je voudrais vous dire parce que je la trouve super intéressante. Puis la première question qu'on a commencé quand on a commencé notre master, la cohorte dans laquelle j'étais, c'était justement comment qualifiez-vous le sport? C'est quoi le sport? Là, pendant 3 heures, on a philosophé tant au niveau du droit que qu'est-ce que c'est? Puis là, je vais vous référer à une loi québécoise, le chapitre S 3.1, qui est la loi sur la sécurité dans les sports. OK, yeah. L'article 1, paragraphe 5, vient dire sport. Une activité physique exercée au niveau de l'initiation, de la récréation, de la compétition ou de l'excellence, en comprenant une certaine forme d'entraînement, le respect de certaines règles pratiques, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique. Donc, il faut que ça soit contrôlé, spécifié, dans un but de compétition. Et ça implique une activité physique. Là. Si on vient au bridge puis aux échecs. Pour notre connaissance ici, oui. Ceci étant, si on fait un parallèle avec la France, puis je vais en faire quelques-uns, puisque je veux pas, mon expérience est beaucoup basée avec l'expérience européenne et française. Le mixed martial art, les arts martiaux mixtes en France, jusqu'à tout récemment, n'étaient pas considérés comme un sport, notamment pour une des raisons qu'il n'y avait pas assez de règles. Puisqu'il n'y avait pas assez de règles, ça ne pouvait pas donc être une compétition. Mais un combat free-for-all, ça, c'est pas... Exactement. Là, on rentre dans le droit pénal, dans le droit criminel. On vient dans le combat concerté. C'est une toute autre chose. Donc, on pourrait dire que dans certaines parts du monde, les échecs, le bridge sont un sport, mais la MMA n'en est pas un.
Donc, la définition de sport est variable aussi. Le poker, on n'a pas parlé, mais c'est vrai, le poker. Le poker aussi est considéré dans certains pays comme un sport. Pour une question d'introduction et de mise en situation, tu pars de loin, 1867. Ensuite de ça, on a de la difficulté à la définir direct. Donc, on s'en va avec un concept qui est un peu autant philosophique qu'il peut être légal. C'est le fun que tu nous dises ça. Puis le quotidien, pour toi, donc, un avocat en droit du sport, c'est quoi quand on parle de droit du sport, spécifiquement? Bon, le droit du sport, disons, le plus day-to-day que je pourrais faire, c'est des consultations, c'est-à-dire une athlète qui... Normalement amateur, j'imagine? Amateur, oui, mais pas seulement. Les premiers dossiers que j'ai faits de mon expérience chez Grey Casiret étaient des dossiers plutôt au niveau amateur, mais c'était des gens qui étaient venus chez nous pour parler justement de la discrimination qui existait dans le milieu du sport. Donc, pourquoi moi j'ai été coupé plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est basé sur mes questions, sur le fait que je suis basé sur une discrimination connue à une charte, et donc l'application des chartes s'applique au niveau sportif au Québec, puisque c'est la charte québécoise s'applique aux relations privées entre personnes. Donc, OK, fait que c'est un peu ça que tu me dis. Quand tu disais que c'est un embranchement plutôt qu'une spécialité, il y a beaucoup de concepts de droit commun, j'imagine, dans le... Ah, énormément, parce que si on va juste dans un... Tu sais, j'ai quelques livres sources là, qui sont pas comme ma Bible, mais qui sont utilisés sur une base régulière. Là. Mais si je fais l'introduction, là, ça vient du livre Le droit du sport au Québec et au Canada par maître Marianne Saroli et maître Patrice Brunet, qui a été signé pour la préface par Richard Pound, connu comme Dick Pound. Eux utilisent, je sais pas comment je pourrais dire, c'est pas nécessairement les mêmes définitions que j'utilise, mais si je veux avoir une liste intéressante, les sources du droit du sport sont la Constitution, la common law, le droit coutumier, les traités internationaux, les règles, les lois et les ordonnances, la réglementation, la jurisprudence. Donc, c'est tout, finalement. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire plutôt, c'est plutôt... Moi, je le vois comme une thématique. Et même les premiers avocats en droit sportif... il y a 50, 60 ans, un peu comme Richard Pound ou mon ancien patron aussi, le défunt docteur Martins à Munich, qui nous a quittés il y a quelques mois, ont été des pionniers dans la matière, mais Richard Pound est un fiscaliste de pratique. Dr. Martins était un spécialiste de l'arbitrage international, membre de la Cour internationale de la Chambre internationale de commerce de Paris. C'est très variable. Là. Il y a des constitutionnalistes, il y en a qui... Donc, le sport fascine, le sport façonne. C'est comme ça que je le vois, en fait. Fait que là, on a le droit commun, puis tu l'as un petit peu mentionné aussi tout à l'heure. Donc, il y a des règles. Il y a des règles à l'interne. Donc, on a des fédérations sportives qui ont leurs propres règles. Puis là, j'imagine, à chacune des fédérations sportives, il y a des règles différentes. Les ligues professionnelles ont des règles. Et dans les équipes et les clubs eux-mêmes, il y a aussi des règles. Oui, exactement. Donc, c'est ton quotidien. C'est ça que tu joues ou que tu... un jeu de mots, mais... donc, tu dois naviguer là-dedans un peu pour déterminer pourquoi cette personne-là fait partie d'un club ou ne fait pas partie d'un club, a gagné une compétition ou n'a pas gagné une compétition. C'est un peu ça. Ça peut ressembler à ça, effectivement, mais c'est comme je vous dis, c'est super large parce que ça peut s'appliquer à tout. Une fois, j'ai eu un client qui devait se faire transférer d'un club de lacrosse vers un autre club de lacrosse. Les deux clubs étaient au Canada, mais dans deux provinces différentes. Quelle est la loi applicable? Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est un transfert? Donc, il y a eu des questions à se poser sur la question. Et finalement, est-ce que dans le cadre des règles de cette ligue-là de lacrosse, il y avait une possibilité de faire un transfert de joueurs, un peu comme un échange comme on connaît dans le sport nord-américain, les échanges entre équipes, qui est très différent avec le sport
européen, là, qui est le sport international, le sport nord-américain, là, c'est deux mondes en soi là, complètement différents. Donc, finalement, quel droit était applicable et est-ce que le droit du travail, dans ce cas-ci, était applicable et de quelle manière on devrait l'appliquer? Donc, il y a eu des questionnements sur cette nature-là et mes professeurs de droit du sport à l'Université Laval, parce qu'il y avait un cours là-dedans qui était donné à ce moment-là par André Lepage, c'est bien ça? André Lepage, exactement, qui a été un de mes professeurs en droit du sport que j'ai revu bien des années plus tard dans le cadre d'un colloque sur le droit sportif. Puis, T'aurais eu le droit de dire cocktail. Hein? ah non, mais c'était dans un colloque pour de vrai. C'était dans le cadre de la conférence nationale des arbitres du Centre de règlement des différents sportifs du Canada, qui ont un colloque annuel, Okay. qui est, dans le fond, la Cour suprême du sport au Canada. Okay. Parce qu'il y a aussi toute une organisation juridictionnelle puis de juridiction arbitrale au niveau du sport. Donc, avoir des connaissances en règlement extrajudiciaire, des règlements extrajudiciaires des différents est très important en matière de droit sportif, à mon sens. Ça, c'est quelque chose que j'applique à tous les jours. Donc, avoir une bonne connaissance de l'arbitrage, de la médiation, c'est un must. On va aller, on saute une étape là, de notre synopsis Ouais. là, qu'on avait préparé, toi et moi, mais parce que je pense que c'est intéressant. Là. Donc, on aurait, dans une même fédération, il peut y avoir des décisions qui sont prises. On peut pas être d'accord avec ces décisions-là. C'est quoi la première étape? Les règles d'une fédération vont créer un genre de petit tribunal, puis si ça fonctionne pas, on s'en va à la Cour suprême du droit du sport, c'est ça? C'est très simplifié, mais ça ressemble beaucoup à la réalité. Dans le sens que le sport amateur, parce que c'est surtout dans ces cadres-là qu'on va utiliser ces procédures de règlement interne, même s'il existe au niveau de l'arbitrage dans le sport professionnel. Le sport professionnel, par exemple, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais je vais commencer par le sport amateur. Le sport amateur, première chose, on navigue dans un monde d'OBNL, d'organismes à but non lucratif. Donc, c'est du droit corporatif basé sur la loi sur les compagnies, partie 3, sur la loi sur les corporations à but non lucratif canadiennes ou des fondations sportives qui ont été formées au niveau des réglementations possibles sur la loi sur l'impôt sur le revenu. Je n'irai pas trop dans le détail non plus, mais on parle encore de droit associatif. On reste dans du droit d'association à but non lucratif. Donc, tu peux prendre les vieux livres de Martel. Tu n'as pas besoin de prendre les livres à jour de Martel. Les livres de Martel sont dans mon bureau. Les livres de Martel sont encore dans mon bureau pour ceux-ci. Donc, ça peut être la base de tout ça. Donc, tout ce qui est assemblée générale, droit des membres, droit disciplinaire aussi à l'interne, mais pas juste au niveau du sport, mais aussi dans le comportement diligent entre les membres. Il y aurait aussi toutes les questions de dopage, mais je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mm-hmm. Les membres, c'est-tu les athlètes ou c'est les... Ça dépend des fédérations. Okay. Dans certaines fédérations, les membres sont les clubs. Mm-hmm. Dans certaines fédérations, les associations régionales sont les membres. Dans d'autres, c'est mixte. Okay. Bon, pour donner une idée, là, un exemple très concret, au niveau de Soccer Québec, pour lequel je suis responsable des instances judiciaires. Oui, félicitations, c'est récent d'ailleurs. Ça fait environ un an et... Non, ça fait un an. Ça fait un an. Passé l'été dernier, merci. Mais je travaillais déjà beaucoup dans le domaine juridique là, chez Soccer Québec. Avant, était la Fédération de soccer du Québec. Là. J'ai changé de nom aussi il y a un an et demi, je crois. Tout ça pour dire que il y a de la procédure à l'interne, ça existe. Il y a du droit disciplinaire, il y a des différends. Et s'il y a un différend qui est né dans l'application d'une des règles, la loi des parties étant les règlements généraux, puisqu'on revient au même principe d'une association, les règles doivent être appliquées selon ce qui est indiqué dans le droit des parties. Le droit des parties sont les règlements généraux. Donc, mais là, je t'arrête maintenant. Est-ce que les règles des compétitions vont aussi dans les règlements généraux ou évidemment, on est audio, les gens ne te voient pas. C'est ça. Mais la question, au moins, je suis content avec ton visage que c'est pas une question stupide. Je suis content de voir ça. Donc, c'est beaucoup plus large que qu'est-ce que je peux m'imaginer. Généralement, mais pas toujours. Puis là, je veux pas parler je veux pas parler de manière
en absolu. Là. Je ne suis pas un site pour les geeks ici. Là. Je ne parlerai pas en absolu dans le sens que chaque fédération, chaque organisation a son propre code de régie interne et chaque cas est un cas d'espèce. Ceci étant, il est tout à fait possible de prendre le cas d'une fédération qui a des règlements généraux sur l'application générale, comment être membre, c'est quoi la cotisation. On peut mettre sur pied des comités et on donne les pouvoirs d'administration au conseil d'administration. Le conseil d'administration va créer un comité sur l'arbitrage, un comité sur la compétition, qui, eux, vont organiser les compétitions, un comité sur la gestion interne, comment la structure organisationnelle elle-même va venir se fédérer dans tout ça. Et ensuite, ça devient comme toute association à but non lucratif ou association de manière générale. Il y a ensuite des mouvances à l'interne et des politiques, des visions qui peuvent se confronter, des dossiers de prise de contrôle d'un conseil d'administration par un certain groupe d'individus. J'en ai vu, donc on revient à des questions de prise de contrôle, de power struggle. J'en ai vu à l'international, une fédération internationale qui, pendant un certain temps, avait 2 conseils d'administration tout à fait dûment élus selon les règlements généraux, mais qui fonctionnaient un contre l'autre. Et la moitié des membres de fédérations nationales, les organisations nationales sportives, votaient dans un conseil d'administration, l'autre votait dans l'autre, mais on ne savait pas qui était propriétaire du site, qui était officiellement propriétaire de quoi, et il a fallu qu'on aille faire trancher un différend, même sur, dans ce cas-ci, la propriété du nom de domaine. Donc, on a dû faire de l'arbitrage international selon la procédure WHOIS, puis le HICAN, qui est du droit purement de la propriété intellectuelle sur le net. On est vraiment dans un autre... Donc, on est... J'ai eu la chance de vraiment tramer dans beaucoup de types de droits différents, ce qui rend la pratique vraiment stimulante. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Écoute, je suis sur le site de Soccer Québec en même temps, puis je suis dans la section documents, puis c'est ça. Donc, chacune des ligues, il y a des normes, des ligues, des coupes des champions, administration de la compétition, donc c'est sans cesse puis j'imagine que c'est une petite fédération, Soccer Québec? Non, Soccer Québec est quand même une des plus grosses au Québec, là, dans toute proportion gardée. Là, c'est une des plus grosses. Je ne m'avancerai pas pour dire que c'est la plus grosse, mais je pense que c'est la plus grosse. En termes de nombre, peut-être pas en termes de revenus, je ne m'avancerai pas non plus là-dessus parce que je ne siège pas au conseil d'administration, là, mais évidemment, le sport le plus connu, disons, entre guillemets, ça va être le soccer. Donc, le soccer, le football, un peu partout dans le restant du monde, sauf en Amérique du Nord. La FIFA a vraiment un assentiment assez gros. Beaucoup de questions de gouvernance qui ont été soulevées dans les dernières années. De corruption, d'utilisation de matchs, le trucage de matchs, le dopage, les questions de compétition, de relégation d'une ligue à une autre en fonction de sanctions qui ont été rendues. Tout ça est une structure pyramidale. Admettons, le monde du foot, c'est une structure pyramidale où l'Organisation internationale sportive, l'OIS, sera dans ce cas-ci la FIFA, que tout le monde connaît. Je veux dire, la FIFA, c'est un classique. Mais ensuite, la FIFA a des comités, puis ensuite a des membres. Les membres sont les associations nationales sportives, les ONS, qui seront, comme ici dans notre cas, Soccer Canada. Donc, Soccer Canada est membre de la FIFA. Mais Soccer Canada est aussi membre d'une association continentale qui est la CONCACAF. Oui. Bon, la CONCACAF a sa propre Ligue des champions, tout comme l'UEFA aura l'Euro pour ses compétitions internes de ses membres. Et, admettons, qui fait partie de quelle organisation continentale aussi, c'est un peu particulier. Parce que si je te disais qu'Israël faisait partie de l'Europe, non, ça ne viendrait pas logiquement en tête, mais selon le soccer, oui. Si je te disais que le Royaume-Uni était représenté par 4 entités au soccer, ça serait un peu particulier, mais c'est le cas. L'Angleterre, les Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord ont chacun une délégation. Mais c'est un pays.
OK, fait qu'il y a un système de règles et de régies qu'on ne connaît pas nécessairement, nous autres, de l'extérieur, mais Exact. ça fait partie de la pratique des avocats en droit du sport. Tout à fait. Là, il y a deux choses qu'on a parlé rapidement. On a parlé un petit peu d'un aspect disciplinaire, on va en revenir. On a parlé un petit peu de dopage, on va y revenir aussi. Contrat-relation de travail. Donc, les athlètes, sont-tu des employés? Sont payés, mais ils sont pas payés, mais sont obligés de se présenter? Où on se situe un peu là-dedans? Bon, on va revenir dans ce cas-ci à la question du contrat de travail selon le Code civil du Québec. Mhm. C'est-à-dire, les trois points majeurs seront dans le cadre du contrat de travail, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien de subordination, est-ce qu'il y a un paiement et est-ce qu'il y a une prestation de service. OK. Donc, dans ce cas-ci, si on parle, admettons, un joueur de l'Impact Montréal OK. est sous contrat, son travail étant de s'entraîner pour performer dans le cadre de compétitions sportives, c'est son travail. Donc, lui, il a un contrat de travail. Tandis que si je parle la question de normes du travail puis de conditions du travail en termes de sport collectif, qu'on va appeler sport co, les sports co, c'est beaucoup plus simple de parler de droit du travail, une relation de travail, parce que c'est des structures souvent mieux montées Mhm. ou c'est des clubs. Donc, c'est dans des structures qui sont des clubs. Les joueurs individuels, les athlètes vont faire partie d'une structure et les joueurs pros sont ceux qui seront payés ou semi-pros seront payés pendant une part de temps, un peu comme la LCF. Leurs membres sont des athlètes professionnels, mais pendant un certain temps, il y a quelques années, c'était des semi-pros parce qu'ils travaillaient aussi à temps plein pendant une certaine partie de l'année en fonction de leurs possibilités. Puis de plus en plus, les joueurs sont devenus à se professionnaliser et Mhm. devenir des professionnels à temps plein. Donc, cette question-là, le contrat de travail reste à la base. Après ça, ça va être plus une question de prestation de service. Donc, ça sera un contrat de service ou tout simplement, dans le cadre d'athlètes de sport individuel, Mhm. comme le tennis, OK. là, on va entrer dans des situations un petit peu plus particulières. Parce qu'il n'y a pas de contrat de travail. Tu es invité à participer à une compétition sportive pour laquelle tu pourras aller chercher une bourse, qui n'est pas un paiement, c'est une bourse pour ta qualification, pour ensuite ton niveau de performance. Tu vas être rémunéré, mais pas à titre de salaire, à titre de bourse. Et en plus, les sportifs individuels, souvent, ont des montages corporatifs Mhm. intéressants, c'est-à-dire que leur pratique sera placée en société et leur droit à l'image sera placé en société en droit à l'image, qui, elle, va les employer, mais la société va prendre les bénéfices pour ensuite redonner un dividende à la, à la, à l'athlète. Donc, un montage financier aussi ici qui existe. Puis là, on n'a pas parlé encore de sponsoring. Donc, on est encore dans une autre sphère. Comme je dis, c'est très large. Je pourrais en parler pendant des heures, euh, mais c'est ça. Donc, contrat de travail existe et pas toujours le cas. Ceci étant, Maître Lepage à Québec, lui, c'était sa pratique principale, c'était le droit du travail. Ce qu'il lui disait en 2010, c'était qu'il faisait de l'arbitrage salarial pour plusieurs clubs de la MLB et de la NHL à Mhm. Toronto et à New York. Et il représentait certains clubs. Donc, dans les contrats d'arbitrage, dans les clauses d'arbitrage de contrat, membres des conventions collectives des joueurs. Parce que aussi, il y a des conventions collectives au niveau des sports professionnels nord-américains. Donc, il y a des relations de travail, il y a des syndicats, il y a des associations. Bref, il y a tout un monde derrière le match qu'on va aller voir dans un bar. Il y a une organisation ponctuée de plusieurs litiges. Je vais peut-être utiliser le mauvais mot, mais parce que même la Ligue de hockey junior majeur du Québec a eu un peu peur de ça, de pas avoir. Elle avait eu peur de payer ses joueurs. Là, c'est peut-être pas le bon mot, peur, mais à l'époque, la ministre du Travail, c'était Dominique Vien, je pense, qui C'est était là. possible. Je sais que c'était le gouvernement
gouvernement du Parti libéral qui était C'est là. ça, puis ils ont décidé de modifier la loi sur les normes pour s'assurer que les joueurs de la Ligue Major, junior c'est majeure du ça. Québec Ne ne soient pas soient considérés comme des soustraits. travailleurs. Qu'ils restent considérés comme dans la même clause euh, d'exclusion de la loi sur les normes du travail comme un stagiaire ou un travailleur à pourboire ou ceux à qui la loi sur les normes du travail exigeant un salaire minimum ne s'applique Mhm. plus. Donc, ils les ont exclus de l'application de cette loi de protection, finalement, en disant Ouais. non, non, la LHJMQ a un statut particulier, donc ils auront un traitement particulier. Puis OK. de cette idée-là existe un courant jurisprudentiel ou un courant d'idées qui dit qu'on devrait donner une certaine autonomie au sport. Le concept est apparu en Europe particulièrement Mhm. comme l'ex sportiva. Créons la loi du sport. Donc, est-ce que le sport peut avoir une autorité et une vie hors du droit commun? Donc, est-ce que le droit sportif est complètement autonome du droit public, privé ou les contrats tels qu'on les passe? Donc, il y a des courants qui disent que oui, il y a des courants qui disent que non. C'est plutôt philosophique, mais n'empêche, je vais me permettre d'arriver sur un point, puis je ne sais pas si tu pensais l'aborder, là, mais euh, l'organisation de la justice sportive Mhm. est un peu comme l'organisation des clubs, des associations régionales, des associations provinciales et aussi au niveau fédéral, au niveau du droit interne, c'est comme ça. Il y a une pyramide un peu comme les pyramides de tribunaux au pays, là. C'est-à-dire qu'il y a une Mhm. hiérarchie. Au niveau québécois, ça va passer, pour revenir aux associations, ça va passer par l'interne. Ensuite, il y aura un Mhm. comité d'appel à l'interne. Si l'appel est refusé, une des parties pourra aller devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada, qui elle-même est un tribunal arbitral sportif spécialisé pour des litiges canadiens. Donc, ça peut aller, encore une fois, la question du brevet qui pourrait être donné pour avoir accès à un financement de Sport Canada, comme un peu comme À nous le podium. Il y a un programme qui donne accès à, si on va chercher un bon résultat, on va avoir une bourse. Bon, le Mhm. brevet, le brevet de Sport Canada va venir financer une partie de l'entraînement et aussi euh, des coûts d'affiliation et une certaine somme pour aider l'athlète à pouvoir s'entraîner à temps plein ou à temps partiel, dépendant de la situation. Mais dès qu'il y a un litige au niveau canadien, on est un des pays ayant choisi d'avoir une juridiction arbitrale sportive. Mais au niveau mondial aussi, au niveau international, ça existe. Ça s'appelle OK. le tribunal arbitral du sport. OK. Est-ce qu'on peut aller en haut, disons, au Canada, est-ce qu'il y a une Cour suprême en haut de notre Cour suprême? Non, OK. Au niveau du Canada, si le litige arrive au niveau CRSDC, on va se retrouver à ce niveau-là à une décision finale et sans appel. Mais tu es OK. un avocat, tu sais comme moi qu'une décision finale et sans appel, ça nous ramène où? Au système juridique de droit commun. C'est-à-dire Mhm. qu'une révision judiciaire pourrait arriver à ce niveau-là. Mais encore une fois, on n'est pas là. Tandis qu'au niveau du tribunal arbitral du sport, donc quand il y a des litiges au niveau du droit international sportif, le TAS, lui, va recevoir les litiges et va pouvoir les trancher. Seulement, le tribunal est une association de droit suisse, est située en Suisse, à Lausanne. À Lausanne, oui. Et depuis 2009, il y a une loi en Suisse qui permet à l'arbitrage international qui a été sanctionné en Suisse dans le cadre d'une procédure internationale d'être Mhm. révisé par le tribunal fédéral suisse si jamais il y avait eu un problème d'impartialité, problème de modification au niveau de la procédure, d'équité procédurale, OK. d'audi alteram partem, des questions plus larges. Donc, techniquement, en droit sportif, le droit suisse a
reçoit la médaille d'or parce que c'est souvent là que ça va se terminer. Et ça, est-ce que c'est pour les pays qui n'ont pas l'équivalent de notre Cour suprême du sport ou... Non, ça, c'est les litiges, dans le fond, qui sont donnés au Ouais. TAS. Bon, il y a deux moyens de s'y retrouver, c'est-à-dire on choisit, comme n'importe quel arbitrage international, on choisit que le tribunal d'arbitrage du sport, dans notre clause compromissoire, dans notre contrat, que s'il y avait un litige, que ça sera eux qui vont le trancher. C'est le mode de règlement privé des règlements, des différents. C'est comme ça qu'on peut procéder. Ceci étant, les clauses, lorsqu'on adhère à des fédérations, généralement, ont des clauses compromissoires obligatoires. C'est-à-dire, quand on devient membre d'un club, on devient membre d'une fédération, qui elle-même est membre d'une ONS, d'un organisme national sportif, qui, elle, a une clause d'arbitrage au CRSDC, au Centre de règlement des différents sportifs. Donc, dès qu'on devient membre, on peut se rendre devant le CRSDC parce qu'on a déjà donné un consentement à ce que s'il y avait un litige dans le cadre de l'interprétation de notre contrat, on le remet directement entre les mains de la procédure interne ou du CRSDT, si c'est le cas. Donc, quand on arrive au TAS, c'est généralement parce qu'il n'y a pas eu d'entente au niveau national ou quand il y a des conflits entre deux pays. Lorsqu'il y a une question, je ne sais pas, là, entre un athlète français qui vient jouer la Coupe Rogers à Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Qui est propriétaire de la compétition, premièrement? Quelle norme c'est applicable? Là, il y a un conflit de loi. De quelle manière on va trancher? Qui va être l'arbitre? À qui on donne juridiction? Est-ce qu'on va le faire en droit public? Est-ce qu'on va aller devant les tribunaux publics ou on va aller plutôt au niveau du droit privé international et donc se tourner vers l'arbitrage international? C'est là qu'on va se retrouver, dans ce cas-ci, devant le TAS. Ceci étant, l'autre partie, puis je pense qu'on va en parler un petit peu plus loin, là, c'est la question du dopage. C'est ça. Donc, le TAS est aussi le tribunal d'appel de l'Agence mondiale antidopage. Exactement. Parce que, ça, c'est un petit peu particulier parce que le Code mondial antidopage a un statut très particulier, dans le sens que c'est une loi une loi internationale, donc un traité international, qui peut sanctionner un État membre. C'est plutôt rare qu'on va voir ça dans des traités internationaux, dans le sens où ce Code mondial antidopage nous sanctionne si on ne l'applique pas. Mais qui le sanctionne? L'Agence mondiale? Normalement, dans un traité, si on décide de ne pas l'appliquer ou de l'internaliser en droit international public, on ne peut pas être forcé on n'est pas forcé de s'astreindre ou de venir de faire sanctionner pour un manquement à un code. Ceci étant, regardez la Russie. La fédération a été le comité olympique fédéral russe a été mis de côté à cause de l'affiliation et des scandales de dopage du RUSADA, qui est l'équivalent de la Fédération nationale, de l'Organisation nationale antidopage, pardon. Mais c'est pas les seuls à être sanctionnés. Il y a eu plein d'autres sanctions. Par le passé, la France a déjà été sanctionnée. Ici au Canada, on fait un peu exemple de bon modèle parce que l'Agence mondiale a ses bureaux principaux à Montréal. Donc, et pour plusieurs raisons, mais c'est quand même une organisation de droit suisse. Donc, les employés de l'Agence mondiale antidopage à Montréal sont des employés internationaux. Mais le Code mondial antidopage le dit bien, puis là, peut-être que tu vas peut-être m'aider un peu là-dessus, qui dit bien que ce code est destiné à harmoniser les règles liées au dopage dans tous les sports et dans tous les pays. Donc, de base, le fait qu'il existe, on y adhère. Si on a adhéré au traité, on adhère au code. À partir du moment où on est pris par ces règles-là. Pris en guillemets. Là. Exactement. Dans le sens où l'Agence mondiale antidopage, si on n'est pas un signataire du code, nos athlètes pourraient ne pas participer dans des compétitions internationales. Et dis-moi si je me trompe, on en a parlé un petit peu hier lorsqu'on a préparé l'épisode. Ce sont des règles qui sont des infractions de responsabilité stricte, c'est-à-dire que le simple fait que
que tu as un agent dopant dans ton corps, tu as une sanction. T'es sanctionné. Exactement. Puis là, je vais peut-être juste prendre un recul pour expliquer un petit peu le système du dopage, là, parce que c'est un monde en soi, le dopage. C'est pas du pénal, mais c'est quasiment ça. C'est pas disciplinaire, mais c'est quasiment ça aussi. Je veux dire, dans certains pays, comme l'Allemagne, le dopage est une infraction criminelle au niveau interne. Donc, ils l'ont criminalisé, le dopage. Alors que dans la majorité des pays occidentaux ou dans le monde, il s'agit d'une sanction purement sportive. Donc, on va être banni si on est trouvé coupable de dopage. Ceci étant, la procédure à l'interne, normalement, le dopage, on doit être trouvé en ayant une trace de soit un produit dopant qui est sur la liste des produits interdits, qui est mise à jour là, sur une base fréquente parce que le dopage évolue très rapidement, notamment sur les drogues et aussi sur le type de dopage. Ouais, c'est l'article 4 du Code de la liste des interdictions. Exactement. Ensuite, il y aura les personnes qui auront ce qu'on appelle des certificats ou des demandes d'utilisation spécifiques, c'est-à-dire des personnes qui doivent utiliser des médicaments qui seraient sur la liste des produits interdits, mais qui peuvent l'avoir dans le cadre d'un traitement médical. Donc, c'est pas un système tout azimut où c'est oui ou non, blanc ou noir. Il peut y avoir des interdictions, mais encore faut-il faire une demande. Donc, c'est pas automatique. Et ensuite arrive le moment où il y a des tests qui se font sur une base régulière, dépendant des types d'organisations. Puis c'est en fonction des organisations nationales, mais aussi des fédérations internationales et fédérations nationales ou des compétitions, parce que tout ça revient à la question de qui est propriétaire de chacun des événements, parce que c'est pas toujours aussi clair, surtout quand c'est des événements internationaux. Donc, s'il arrive qu'un athlète se retrouve à tester positif à un test urinaire, il devra venir s'expliquer, parce qu'à partir du moment où on a trouvé quelque chose dans son sang ou dans son urine, c'est à lui de venir expliquer pourquoi il avait ça dans son sang et que c'était pas pour le dopage, mais ça devient son fardeau. Donc, permets-moi de lire... Permets-moi de lire le 3.1, l'article 3, preuve du dopage du Code, le paragraphe 3.1. Charge de la preuve et degré de preuve. La charge de la preuve incombera à l'organisation antidopage qui devra établir la violation d'une règle antidopage. Le degré de preuve auquel l'organisation antidopage est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l'instance d'audition qui appréciera la gravité des allégations. Le degré de preuve, dans tous les cas, devrait être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Lorsque le Code impose à un sportif ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par prépondérance des probabilités. Fait que non seulement il y a renversement. Il y a un renversement et là aussi, il y a comme une genre de degré de preuve un peu différent. Tout à fait. Il y a un nouveau fardeau. Dans le fait, c'est un renversement du fardeau et un fardeau différent lorsqu'il y a une infraction antidopage. Écoute, c'est rare qu'on voit ça. Et l'autre chose aussi que je trouve un peu particulier, c'est les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable. Grosso modo, on fait des tests. Si les tests sont moindrement fiables, j'imagine qu'il y a des règles pour tout ça. C'est pas mal réglé. C'est le renversement du fardeau et c'est à l'athlète à faire ses explications. Exactement. C'est à partir de ce moment-là où l'athlète va venir démontrer, soit généralement, ce qui va se passer, c'est qu'il va contester. Après ça, il va regarder les plaintes, les charges qui sont contre lui. Il va voir si ça vaut la peine ou non d'aller plus loin. Puis si ça vaut la peine, il va contester. Mais encore une fois, il faut avoir une bonne défense parce que c'est assez exceptionnel d'avoir des dossiers où on est capable de renverser ce fardeau-là malgré toutes les présomptions qui reviennent sur nous avec le fardeau lorsqu'on représente un athlète dans ces cas-là. Puis là, personnellement, j'ai analysé certaines jurisprudences dans ce sens-là en 2018.
C'est possible de renverser le fardeau. On a Laurence Vincent Lapointe, là, on en parlera après la pause, mais donc c'est possible quand même de renverser le fardeau. Ben, c'est possible de renverser, ça devient difficile, mais c'est pas impossible. C'est ni insurmontable ni impossible, mais c'est toute une pente à monter. Là. Je ne vous cacherai pas qu'à partir du moment où on est sanctionné, ça devient très difficile parce que, de un, on est suspendu automatiquement, dépendant de la Fédération internationale et les sanctions. Mais ensuite, il faut passer devant soit le comité interne fédératif international ou le comité interne du pays où on a commis l'infraction ou le comité, l'organisation antidopage de notre pays pour ensuite être capable d'avoir raison. Mais à ce niveau-là, il pourrait ensuite avoir un appel au TAS. Incroyable. Donc, on pourrait se retrouver au TAS après. Puis ça, puis on va en parler après la pause, là. Mais je veux dire, c'est un travail titanesque qui est de revenir renverser ce fardeau-là. Mais ça veut dire que la personne, lorsqu'elle vient démontrer ça, c'est qu'elle avait raison. Ou du moins, elle avait un bon fardeau. Puis là, ben, ici, ça avait fait un peu moins grand bruit, là, mais il y avait ce qu'on appelait la défense Gasquet. Puis c'est un peu ce qu'on parlera après la pause là, au niveau du dossier de l'athlète Laurence Vincent Lapointe. Mais on peut être tenu responsable d'avoir un agent dopant dans le sang parce que quelqu'un dans notre entourage nous a donné ça. Ça pourrait être notre médecin, notre entraîneur, ou parce qu'on l'a contracté en embrassant quelqu'un. Puis dans le cas de l'athlète Gasquet, le tennisman français, il avait rencontré une fille dans un club et s'est embrassé. Évidemment, il y avait une suite à la soirée. Le lendemain, cocaïne, c'est exactement, de la cocaïne. Trace de cocaïne dans son sang le lendemain lors du test. Trace, infinitésimale, c'était microscopique. Minime. Quasiment aucune chance que ça soit venu directement de quelque part. Bon, il a fallu qu'il vienne faire sa preuve jusqu'au TAS. C'est le TAS qui l'a blanchi finalement. Et pour tous les tennisman et tenniswomen comme moi, Gasquet avait dit qu'il avait embrassé Martina Hingis d'ailleurs, elle avait pris sa retraite du sport, mais elle s'était faite pogner pour consommation de cocaïne. Là. Mais ça, c'est toute une histoire qu'il y a eu autour de ça. Et ça faisait un peu, si je me souviens bien, j'avais lu un livre là-dessus, si tu me permets. Et on disait un peu que au départ, la défense de Gasquet, c'était un peu, ça ressemblait un peu quand tu disais à ton professeur, je suis désolé, mon chien a mangé mon devoir, tellement que ça avait l'air comme out there, mais dans le fond, c'était vrai quand même. Sa carrière a été quand même affectée avec ça. Oui, parce qu'il y avait eu, à ce moment-là, il y avait une sanction automatique. Ce qui n'est plus le cas. La réglementation a changé, elle n'est plus exactement la même. Mais il avait été sanctionné automatiquement de plusieurs mois de suspension automatique minimale. Donc, des peines minimales aussi, ça existait dans le domaine. Je ne sais plus si ça existe récemment. J'ai malheureusement pas fait de droit antidopage récemment. Mais à ce moment-là, ça existait. Et il avait contesté. Il avait gagné. Il avait été reconnu non coupable. Mais aussi, dans le cyclisme, c'est un fléau. Parlons du cyclisme, entre autres, parce que le dopage, ce n'est pas juste un agent dopant dans le sang ou dans notre urine. Le dopage, ça peut aussi être un... tu m'as parlé un petit peu de dopage mécanique. J'aimerais ça qu'on en parle un peu. Donc, ça veut dire qu'on pourrait soit un moteur dans des roues d'une bicyclette, des roues d'une bicyclette, ou ça pourrait être aussi peut-être je sais pas moi, un mécanisme qu'on va implanter dans le coude ou dans le bras d'un tennisman pour qu'il frappe sa balle plus fort. Exactement. C'est pas impossible qu'on voit ça plus tard. Ça aussi, c'est du dopage mécanique. À plus ou moins long terme, ça pourrait arriver. Au niveau du cyclisme, on le voit actuellement, ça s'est produit. Notamment, à ce niveau-là, les organismes de l'ICU, maintenant, font suivre par caméra thermique les vélos pour s'assurer qu'il n'y ait pas de moteur, qu'il n'y ait pas de friction.
qu'il n'y ait pas d'aimant magnétique qui aide à donner une poussée supplémentaire dans les montées, admettons des cols du Tour de France ou du Tour d'Italie. C'est hautement suivi, mais encore une fois, les autorités antidopage sont plus souvent qu'autrement à la traîne de ceux qui sont prêts à innover pour aller chercher l'argent, parce que derrière tout ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui se passe dans le domaine du sport et ça vient aussi avec les mauvais côtés des sommes faciles, disons. Mais on est loin des fondements du Code mondial antidopage qui vise à préserver la valeur intrinsèque du sport, souvent qualifié d'esprit sportif, la poursuite de l'excellence humaine, le perfectionnement des talents naturels de chaque individu, jouer franc jeu. L'esprit sportif valorise la pensée, le corps et l'esprit se traduit par des valeurs qui se dégagent du sport et de sa pratique. Donc, l'argent, le besoin de performer, on dirait, semble un peu avoir pris le dessus de tout ça. Ben, un peu comme dans tout, dans le sens où l'ego et la volonté de gagner à tout prix peut être pris en considération. Je me rappelle d'un documentaire que j'avais vu quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais dans mes débuts de mon adolescence, sur les ravages des stéroïdes chez les joueurs de football américains. Là, après ça, il y a toute la question des commotions cérébrales aussi, qui est un autre enjeu, là, mais à ce moment-là, les footballeurs américains étaient prêts à se donner des stéroïdes, des agents de croissance en quantité massive, juste pour percer, pour faire 1, 2, 3 saisons dans la NFL, quitte à ce que leurs muscles en meurent. C'est ça qui est arrivé finalement. Ou d'autres graves problèmes justement d'utilisation d'hormones qui ont fait que justement il y en a qui ont eu des problèmes, des montées d'estrogène. C'est fou, là, je veux dire. Le but du sport, c'est la compétition, oui, mais c'est aussi toute l'idée de jouer franc jeu, c'est de gagner d'une manière juste. Mais gagner juste, c'est pas toujours le cas. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut voir aussi dans le domaine de notre pratique. Il y a manière de gagner face à un adversaire sans excusez-moi le français, mais le plumer, et de le faire de manière élégante, en respect de tout le monde, ou de le faire en mettant l'autre partie à terre. C'est faisable, parce que ça devient une compétition. C'est peut-être pour ça aussi que notre domaine est aussi proche du sport, à mon sens. Là. Il y a tellement de compétition lorsqu'arrive le moment du litige, là, que à mon sens, il y a des valeurs qui sont intrinsèquement là, mais il y en a aussi les mêmes mauvais courants qui sont là. Tout à fait. Mathieu Laplante-Goulet, avant de prendre la pause, j'ai une question à laquelle j'ai pensé pendant que tu me parlais. Donc, c'est pas juste défendre des personnes qui ont été prises par dopage, une partie de ton travail. Est-ce que ça pourrait arriver aussi que un athlète se plaint de quelqu'un qui pense qu'il est dopé et veut être, lui, reconnu, disons, peut-être comme un meilleur athlète ou avoir des performances meilleures ou finir premier dans sa fédération alors qu'il pense que l'autre est dopé? Est-ce que ça peut arriver, ça aussi? Bon, est-ce que ça peut arriver? Oui. Est-ce qu'on en voit fréquemment? Non. Donc, les dopés se font prendre par des tests. Plus souvent qu'autrement, mais maintenant, il y a, on est dans l'ère du temps, les whistleblowers, les lignes d'appel, de dénonciation sont ouvertes, notamment pour dénoncer tout ce qui est agression, tout ce qui est dopage, tout ce qui est problème de droit en lien avec une violation des droits fondamentaux, du harcèlement psychologique dans le cadre de l'entraîneur et de l'entraîné. C'est dans l'air du temps de faire des dénonciations anonymes. Est-ce que ça se fait qu'une personne qui voudrait contester un podium fasse une dénonciation? Ça arrive. Mais les dénonciations, un peu comme le même principe du principe de pénal et criminel, la plainte est donnée à
un tiers, le tiers va prendre ou non la plainte, mais va le prendre en son nom et non au nom du plaignant. Donc, c'est ça qui va se passer à ce moment-là. Ça arrive des fois, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt une dénonciation au CCES, le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, qui s'occupe notamment du dopage, mais aussi de toutes les problématiques de gouvernance. Ils ont tout réuni ça ensemble au niveau fédéral, qui portera à ce moment-là les représentations devant le CRSDC pour les dossiers de dopage, puisque c'est eux qui s'occupent du dopage. On a au Québec le laboratoire pour l'utilisation. Le laboratoire régional est à Montréal, à l'Institut Armand Frappier, ce qui nous permet d'avoir une proximité. Là, et le fait qu'énormément de fédérations nationales sont dans le triangle de Montréal, Toronto et Ottawa. C'est plutôt facile là, d'avoir accès là, au centre, disons, sportif au niveau des sportifs de haut niveau. Les fédérations sont plutôt concentrées dans les régions. Il y en a aussi dans l'Ouest, mais c'est quand même surtout à Ottawa, Montréal et Toronto qu'on pourra les trouver. OK. Bien, écoutez, on dit souvent que les sportifs ou les gérants d'estrade mangent de leur sport. C'est clair que notre invité aujourd'hui, Mathieu Laplante-Goulet, mange le droit du sport. C'est d'une évidence que tu connais ton sujet et que tu navigues super bien là-dedans. C'est un aspect du droit qui est méconnu, puis je suis vraiment, vraiment content que tu viennes parler de ça avec nous. Après la pause, Mathieu Laplante-Goulet, on va parler du cas de la kayakiste Laurence Vincent Lapointe, qui a été blanchie en janvier dernier par la Fédération internationale de canoë. Et on va parler un petit peu de son cas, des raisons pour lesquelles elle a été blanchie. Ensuite de ça, oublie pas, Mathieu, tu as l'outil du praticien. Il va falloir que tu nous dises un outil, une application, un ouvrage qui est essentiel dans ta pratique. Alors, chers auditeurs, tous les liens de tout ce qu'on a parlé durant l'épisode seront dans les notes de l'épisode et aussi seront disponibles sur le site rivercastmedia.com dans la section questions de preuve. Alors, on prend quelques minutes et on vous revient rapidement. Merci Mathieu Laplante-Goulet de nous entretenir sur le droit du sport et de partager ton savoir avec nos collègues. Que ce soit l'immigration, le droit autochtone, l'abus d'autorité, en passant par le droit de la franchise, le podcast Questions de preuve vise à transmettre le plus d'informations possible sur une multitude de domaines du droit. N'attendez pas la fin de la période de référence pour compléter vos 30 heures de formation admissibles. Que ce soit pour le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires, le podcast Questions de preuve a comme objectif de vous fournir l'ensemble de votre formation professionnelle continue à travers toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quel service d'écoute de podcast. Questions de preuve est partout. Rendez-vous sur le site rivercastmedia.com pour tous les détails relatifs à la formation professionnelle continue et notamment pour profiter du prix de 10 $ l'heure de formation. Toutes vos heures pour 300 $. Plus besoin de se déplacer en salle ou même regarder une vidéo rivée à un écran, vous n'avez qu'à faire votre formation dans le confort de votre foyer ou dans la voiture. La production et la diffusion de ce podcast qui vise à favoriser l'accès à la justice et à offrir facilement la formation professionnelle continue aux juristes est seulement possible si vous, chers collègues, prenez le temps d'acheter la formation continue offerte par Questions de preuve. Allez sur la section Questions de preuve du site rivercastmedia.com pour plus de détails. Nous sommes de retour avec Mathieu Laplante-Goulet, passionné par l'industrie du sport et où il y concentre une partie importante de sa pratique. Mathieu, on avait dit avant la pause qu'on était pour parler du cas de la kayakiste Laurence Vincent Lapointe. Celle-ci était accusée d'avoir dans son sang du ligandrol, un agent dopant. Oui, sur la liste des produits interdits. Et son avocat a réussi à prouver qu'elle avait été contaminée par transfert de fluide corporel en janvier 2020. Qu'elle a été blanchie par la Fédération internationale de canoë. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ça. Pour en faire un parallèle, disons, là, parce qu'encore une fois, c'était pas moi l'avocat au dossier, là, c'est Maître Clévinas qui Adam était... Clévinas, c'est ça. Que j'ai rencontré une fois, là, qui est quand même... qui est un ancien de ce que j'ai vu là, de l'Agence mondiale antidopage. Un autre avocat spécialisé dans le sport qui travaille dans un cabinet spécialisé dans le sport. Et ils ont fait un travail titanesque dans ce cas-ci, puis je me répète encore une fois, ce qu'ils sont venus prouver, c'est vraiment David contre Goliath, parce que le fardeau était contre eux, et donc ils devaient prouver
pourquoi le ligandrol s'est retrouvé dans le sang de l'athlète ou dans le système de l'athlète. Et c'était à eux d'expliquer d'où ça venait et qu'elle ne le savait pas. Incroyable, hein? C'est ça qu'ils disent. Donc, elle est blanchie en vertu de l'article 10.4 du Code mondial d'antidopage qui dit « Lorsque le sportif ou l'autre personne établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de négligence de sa part. » Ça, c'est la partie... Négligence. C'est ça. Donc, on a un fardeau contre nous et en plus, par négligence, on pourrait avoir un double fardeau. C'est comme je dis, c'est titanesque le fardeau. Terrible. Et c'est drôle parce qu'on... C'est comme... Être blanchi, c'est parce que la période de suspension normalement applicable est éliminée. C'est pas la grande, comme je disais tout à l'heure, un acquittement. Là, c'est pas exactement ça. Et Maître Lavinas, il dit qu'ils ont trouvé l'origine dans les semaines avant l'audience et qu'ils ont dû parler à plusieurs scientifiques de partout dans le monde. Ça coûte extrêmement cher tout ça. Ben c'est sûr. Puis là, encore une fois, je n'entre pas dans le dossier, là, dans les termes spécifiques, parce que moi-même, je n'étais pas dans le dossier. Mais juste pour vous dire, là, ils ont dû passer au travers de tout le réseau des personnes qu'elle a rencontrées dans les jours suivants, ou précédant le test. Il a fallu qu'ils posent des questions sur le type de nourriture, type de shampoing, type de produits chimiques ou naturels que les personnes auraient pu consommer, qu'auraient pu transmettre. Parce que c'était des traces de ligandrol. C'était pas comme si elle en avait pris. C'était une trace, une infime, un parti par million, finalement. C'était microscopique, c'était infinitésimal. La vraie problématique, c'est quand ils ont fini par trouver. Puis ça, encore une fois, ils ont été chanceux. C'est son ex-conjoint qui l'a avoué avoir pris un produit qui contenait une forte teneur de ce produit interdit-là, le ligandrol, qui se serait retrouvé dans son système et par échange de fluide corporel, l'aurait transmis en trace à ce moment-ci, son ex-copine. Mais pour le prouver, ils ont dû couper les cheveux de monsieur. Pour faire un peu comme on peut voir quand on coupe des carottes d'arbres, pour voir à quel moment, dans son corps, le spike de ligandrol est apparu. Puis ils ont été capables de ramener ça à quelques heures avant le test, ce qui vient démontrer par balance des probabilités le scénario mis de l'avant par l'athlète et donc ils sont venus battre le fardeau de preuve et donc ont réussi à se blanchir. Mais n'empêche, ça a été toute une bataille, ça a duré plusieurs mois. Ouais. Donc c'est pourquoi dans ce cas-ci, à mon sens, ils ont fait des sorties publiques avec raison pour venir rétablir au plus rapidement possible la probité de l'athlète. Parce qu'à partir du moment que ces accusations-là tombent sur un athlète, la carrière de l'athlète est difficile. Ça devient très difficile pour la personne de continuer. Mais tout ça revient aussi à cette défense-là pas d'intoxication, mais de transmission par un tiers inconnu dans le corps d'une autre personne. Mais à ce niveau-là, je pourrais peut-être vous renvoyer un article que j'avais écrit en 2018 sur le sprinter américain Gil Roberts. Oui. Même principe. C'était un athlète qui était dans une compétition, je crois que c'était en Inde. Il va compétitionner, il est avec sa copine. Sa copine a une problématique de santé, va trouver un pharmacien, mais qui n'est pas vraiment un pharmacien selon nos standards, disons, et lui donne un produit. Le produit est ingéré, elle le prend pendant 2 semaines, continue, et il y a transfert de fluide corporel. Il teste positif à un agent marquant. Contrôle antidopage non prévu, parce qu'il y a des dossiers de dopage, des tests prévus et d'autres non prévus. Okay. Ça dépend des sports. Et c'est révélé positif au probénécide, une substance de la classe des diurétiques aussi considérée comme un agent marquant
masquant, pardon, inscrit à la liste des substances et méthodes interdites de l'AMA. Un agent masquant, pour ceux qui nous écoutent, là, donc ça sert à cacher des produits dopants d'augmentation de performance, c'est ça? Exactement. Donc, le fait d'avoir un agent masquant dans le corps est autant une infraction que d'avoir le produit en tant que tel. Un peu comme une garde ou contrôle d'un véhicule avec les facultés affaiblies est autant un crime que conduire avec les facultés affaiblies. C'est pas pour les criminalistes qui sont ici. Là. Donc, c'est le même principe. Donc, juste par le fait d'avoir un agent masquant dans son corps, on est autant pourrait être condamné de la même manière. Puis dans Robert, c'est aussi un échange de fluide, hein, c'est bien ça. Donc, il s'est embrassé quelques heures avant le contrôle. C'est la défense du baiser passionné. Mais il y avait eu des complications dans ce dossier-ci, c'est-à-dire ils avaient gagné devant l'arbitrage AAA, donc de l'American Arbitration Association, qui, eux, qui s'occupent de tout ce qui est l'organisation des arbitrages aux États-Unis en termes sportifs. Pas tout, mais majoritairement. Puis normalement, dans d'autres pages, c'est eux qui s'en occupent. Et ils avaient donné une décision favorable à l'athlète. Mais l'Agence mondiale antidopage avait porté appel devant le tribunal arbitral du sport. Okay. Ils ont fait rebelote et sont retournés devant une autre instance qui l'a encore une fois relaxé. Il a été blanchi. Puis tout ça vient du cas de Gasquet. Mais là, c'est-tu rendu la mode, la défense Gasquet? Donc, est-ce que je pourrais dire que c'est une mode? Non, parce que ça reste quand même assez minime. Il y a eu quand même un autre cas aussi au Canada, Sean Barber, qui avait, c'est un perchiste canadien qui avait plaidé un cas similaire pour les Jeux olympiques de Rio en 2016. Depuis 2009, donc la décision de Gasquet, la défense du baiser passionné a été plaidée dans 4-5 dossiers. Donc la transmission par un tiers de fluide corporel est effectivement une problématique. Mais là, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est à quel point on va entrer au nom d'un jeu, d'un sport, à quel point on est capable d'entrer dans la vie privée des gens et de leur dire de quoi faire, de ne pas quoi faire avec leur entourage. On devient très, 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 très précis et difficile sur les athlètes et leur entourage. Il y a définitivement une question de balance là, dans tout ça sur les droits fondamentaux à prendre en considération. Et d'ailleurs, ça a déjà été passé par certains tribunaux là, qui ont analysé là, jusqu'à quel point c'est tolérable dans la vie d'une personne se faire tracer comme ça de manière inopinée. Et aussi, j'en ai pas parlé plus tôt, mais il y a le passeport biologique qui est un autre outil qui nous permet aux fédérations, mais surtout à l'Agence mondiale antidopage, de faire des entrées continues sur les niveaux de sang, les niveaux d'oxygénation, les niveaux de matrice de données corporelles et physiques. Dans le but d'identifier si, à un moment donné, il y a quelque chose d'anormal. Donc, si tu as un taux de 50, là, whatever, je dis pour n'importe quoi, toute l'année, puis là, tout d'un coup, tu es à 76, et là, on va dire qu'est-ce qui s'est passé. OK. Red flag. Et là, à ce moment-là, il peut avoir une procédure. Question pour toi, parce que tu dis, c'est vrai qu'ils ont été chanceux. Adam Clevinas le dit lui-même, qu'ils ont été chanceux parce qu'ils ont obtenu aussi le témoignage de l'ex de Laurence Saint-Pierre. On ne peut pas la signer à cause. C'est ça, sont pas contraignables, c'est bien ça? Non. Okay. Non, c'est pas un tribunal de justice commune. Donc, à moins qu'il y ait une entente de contraignabilité, mais encore une fois, c'est pas une commission d'enquête ni publique, ni une commission d'enquête au sens de la loi sur les commissions d'enquête du Québec ou du Canada. Le pouvoir qu'a un arbitre est en fonction des gens qui veulent bien participer. Donc, de un, il ne peut pas le contraindre, puis de deux, il ne peut pas le contraindre à donner, finalement, faire un don de cheveux, dans ce cas-ci, qui est quand même pas une procédure invasive, mais c'est quand même donner des données personnelles, parce qu'avec l'ADN, tout ça, on donne son identité génétique à quelqu'un, finalement, dans tout ça.
Ben, j'imagine de toute façon, il aurait pu s'opposer point à la ligne puis s'arrêter. Exactement, mais je pense qu'il voulait participer parce que, de ce que j'ai cru comprendre, il ne devait pas se sentir très très bien parce que c'était clairement pas le but de la chose. Lui, c'était, si ma mémoire est bonne, là, et de la lecture des articles qu'il y avait eu sur le cas, c'était qu'il avait pris dans le but d'augmenter un peu ses performances au niveau de l'entraînement personnel pour lever plus de poids ou courir plus vite. Là. Mais dans un but purement amateur, là, comme un peu quelqu'un qui pourrait prendre un pre-shake avant d'aller s'entraîner. Mhm. On n'y avait pas dit qu'il y avait du ligandrol dans cette quantité-là dans le produit. Il ne le savait pas. Donc, tu sais, dans ce cas-ci, on avait vraiment une double ignorance de la chose. Là. C'est pour ça que ça a passé. Puis c'est pour ça que, à mon sens, aussi, l'Agence mondiale antidopage qui aurait pu aller en appel n'est pas allée. Oui, c'est ça. Et aussi pour Gil Roberts, c'est la même chose ici. Mais le TAS est quand même dans les règles du TAS, dis-moi si je me trompe, mais c'est un tribunal d'arbitrage, mais aussi qui encourage la médiation. Ça fait partie de leurs règles constitutives. Donc, de base, c'est un body, c'est un organisme qui est voué à la médiation des différends. Et ensuite de ça, ben, à arbitrer les différends si on est rendu là. Est-ce que le TAS peut intervenir ou il faut faire appel au TAS? Est-ce qu'ils ne peuvent pas dire, OK, nous autres, on se mêle de ce dossier-là, ou il faut demander au TAS d'intervenir? Ben, regardez, là, tout est un cas d'espèce. Est-ce que ça peut se faire? Oui, encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi et toi, on pourrait avoir un litige. Si on a un litige, on décide de donner notre compétence d'attribution au forum compétent qui est le TAS dans ce cas-ci, parce qu'on lui a donné compétence. On peut lui donner compétence. On pourrait donner compétence à un tribunal en Chine, si on souhaitait. C'est une question de possibilité, c'est du droit international privé. Bon, après ça, est-ce qu'on le fasse, qu'on le fasse pas, ça sera une question d'opportunité. Bon, après ça, généralement, les dossiers qui se déroulent devant le TAS se sont retrouvés au moins 1 à 2 fois déjà traités par un panel d'arbitrage ou un panel quasi-judiciaire ou un panel qui ressemble ou qui tente de ressembler à une justice. Donc, soit à l'interne, même un comité disciplinaire qui a ensuite un comité d'appel, qui ensuite a fait appel à un comité fédéral national, qui ensuite arrive à un autre niveau. Non, ça peut se faire. Après ça, les questions du TAS, c'est assez large, mais encore une fois, il faut choisir d'y donner application. Puis là, je peux peut-être parler d'un cas de figure un peu similaire. Il y a le Basketball Arbitral Tribunal qui était chez Martins à Munich, qui est un tribunal du sport, du basket, mais pas de la NBA, de la FIBA, donc la Fédération internationale de basketball association, qui a son propre tribunal qui traite de dossiers et qui fait énormément de dossiers, notamment sur leurs compétences en équité, en ex aequo et bono, donc les arbitrages en équité plutôt qu'en procédure classique. Et ben c'est ça. Et ils font des procès. En fait, le seul procès qui a eu lieu en personne en 2016, c'était quand j'y étais. Puis on l'a fait pas en personne, mais en visioconférence. On avait un avocat qui était en Israël, un avocat qui était en Espagne, l'athlète qui venait des États-Unis, mais qui était en Chine, non, qui était en Mongolie. Le club était en Chine et avait des personnes à Taïwan. Et si je me rappelle bien... Ça devait être beau, juste le setup ton micro est fermé, on ne te voit pas, enlève le mute. C'est juste cette partie-là. C'était bien avant la pandémie, là. On est en 2016, là. On n'avait pas les ressources qu'on avait, mais ils avaient une bonne ressource dans tout ça, bien monté finalement. Ça s'était très bien passé parce qu'au final, la majorité des choses se passent par... la majorité du droit sportif va quand même se passer en visioconférence ou à distance quand c'est possible parce que les distances sont un enjeu, les coûts sont un enjeu et on parle ici dans tous les cas, même s'il y a beaucoup d'argent, les fédérations ne sont pas nécessairement les fédérations les plus riches au monde. Les athlètes ne sont pas nécessairement les athlètes les plus riches au monde. Donc, est-ce que les gens sont prêts à avoir
à mettre de l'argent pour avoir l'accessibilité à la justice traditionnelle, est-ce qu'ils sont aussi prêts à aller à la justice administrative ou arbitrale, pardon, mais qui est aussi coûteuse? Elle est rapide, mais coûteuse, l'arbitrage. Je veux dire, on paye pour les arbitres. Ben, si au moins on peut enlever les frais de déplacement, écoute, tu prêches à un converti, là, moi je pense que on est rendu maintenant avec les systèmes de vidéo et tout ça, qu'on est capable d'authentifier qui est devant nous. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. À moins pour les dossiers où vraiment la question de la crédibilité d'un témoignage est super importante, là, je peux concevoir qu'on ne peut pas vraiment procéder à distance parce que la crédibilité d'un juge, la force probante du moins pour le juge là, ou l'arbitre, la force probante d'un témoignage fait par visioconférence, à mon sens, est moindre qu'en personne parce qu'on ne peut pas voir l'ensemble du body language. On ne peut pas non plus voir si la personne a un document écrit sur son écran. On ne peut pas voir si elle ne s'est pas fait coacher en même temps parce que c'était arrivé dans le cadre d'une audience où à un moment donné, la caméra était disparue, mais on a commencé à entendre 4 personnes se parler ensemble. Personne de nous parlait la langue en question. On savait très bien que la personne qui devait témoigner était entourée de 4 personnes. C'est réel, c'est un enjeu. Et quand les questions sont des questions justement de crédibilité de témoignage, tout comme ce l'est en ce moment encore, avec la reprise des travaux des cours des palais de justice. Les visioconférences, oui, mais pas tout le temps. On peut pas, à mon sens, à titre de plaideur, on peut pas avoir une règle tout azimut, là, complète, stricte là-dessus. Puis j'ai bien de la misère en général avec les règles trop strictes. Parce que s'il n'y a pas d'exception, ça ne marche pas. Ça marche pas. Tu ne peux pas avoir une règle qui s'applique à tout le monde parce que tout le monde est différent. Mais dans les cas d'espèce, à mon sens, quand il y a une question de crédibilité d'un témoignage, c'est impossible de faire de la visioconférence à cause de ces aléas-là. Et les questions de connexion, les questions de réponse, les transferts de documents, bon, ça peut se faire comme avec Dropbox, mais là encore, faut-il que, c'est ça, on ne sait pas si c'est les bons documents qui sont transférés. Tout ça étant dit, c'est intéressant, mais encore beaucoup de choses à faire dans le domaine du sport, dans le domaine du droit du sport, puis dans le domaine du droit aussi. Je vais te poser une question que je ne t'ai pas posée, qui n'apparaît pas au synopsis. Tu me diras juste ton impression avant qu'on passe à la prochaine section du podcast. Code du sport au Canada. Oui ou non? Je vais déjà mettre un gros astérix là-dessus. Je ne sais pas, pour 2 choses. Premièrement, Code du sport, une loi pan-canadienne pour quelque chose qui semble être purement provincial, ça ne fonctionnera pas, à mon sens. Il va y avoir un problème de partage des compétences inhérent même à sa structure. La structure du sport au Canada, même si les fédérations sportives nationales ont un monopole et un contrôle d'une certaine manière sur les fédérations provinciales, ça ne pourra pas se faire de cette manière-là. Et ça a été toujours bien établi dans la jurisprudence là, canadienne en termes de différence là, sur cette partie-là. Et comme on ne sait pas à l'article 91 ni à l'article 92 de la loi constitutionnelle de 1867, je pense pas qu'une loi unique soit possible. Mais est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'elle est souhaitable? Je dirais pas que c'est souhaitable. Est-ce qu'on devrait uniformiser la forme? Oui, mais toutes les fois qu'on parle d'une loi, à mon sens, on crée des obligations, mais aussi on crée aussi des sanctions dans un sens où on veut que la loi soit respectée. Ce qui se passe à St. John's et ce qui se passe à Moose Jaw, ça ne sera pas la même chose, même si c'est le même sport. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est toujours ça. Puis après ça, on revient encore à une chose. Le sport est principalement bénévole au Québec. Moi, la question que je renverrais plutôt, c'est est-ce que le sport devrait entrer dans le giron public et être supervisé par l'État? Ça serait peut-être plus un enjeu. C'est-à-dire, faisons entrer de la professionnalisation dans le sport. Faisons entrer des ombudsman, des défenseurs des athlètes, des obligations d'avoir des personnes à temps. Là, encore une fois, je ne me ferai pas d'amis en disant ça. C'est vraiment pas glamour, mais la question, c'est si on veut s'attaquer à des structures et des problématiques qui semblent endémiques, notamment sur la sécurité des athlètes en fonction des entraîneurs
X, Y, Z. Hey, on pourrait faire un autre 2 heures là-dessus, Mathieu, aussi. Hein, c'est ça. Il faudrait se décider à un moment donné à un jour des mettre athlètes, là. des enveloppes budgétaires publiques dans tout OK. ça ou trouver une autre solution, mais c'est certain qu'une loi tout azimut, j'y crois pas. Est-ce que ça pourrait être souhaitable? Peut-être, mais encore, il faudrait voir de quoi ça a l'air. Donc, ma réponse est un peut-être avec 2 gros astérix puis une coupe de notes de bas de page. Okay. Bon, c'est un nom dans mon livre. Mathieu Laplante-Goulet. Outil du praticien. À tous les épisodes, je demande à mon invité un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui était un incontournable dans ta vie professionnelle, que ça soit de près ou de loin en lien avec le droit du sport, je te laisse ça à ta discrétion. Mais pour toi, qu'est-ce qui est nécessaire dans ta pratique? 2 choses l'une, ça sera le téléphone, certainement. Le téléphone intelligent a définitivement révolutionné ma vie. Mais précisément, une appli, mais ça sera peut-être pas, ça n'a pas besoin d'être le nom de l'appli en tant que tel, mais des applis de méditation et de relaxation. Parce qu'on travaille dans un milieu hautement stressant, difficile. La santé physique, on en a beaucoup parlé dans la dernière heure, là, mais la santé mentale est super importante. Puis j'y crois beaucoup que ces moments de paix-là, de méditation, sont tellement nécessaires pour être capable d'être balancé dans une vie professionnelle active difficile et aussi dans une vie effrénée là, en ce moment. Là, on est toujours actif 24 heures sur 24 ou à peu près en tout cas moi. Et il faut que je me donne des moments d'arrêt. Et ces moments-là sont très, très, très importants. Et donc, c'est les applications de méditation, là, peu importe laquelle. Toi, c'est Headspace, Calm ou... Calm.com. Ouais. OK. Mais c'est une excellente application. C'est vrai que c'est une excellente application d'ailleurs. Ça fait depuis 2012 que j'utilise ça et ça a vraiment fait ça. Ça a vraiment fait du bien là, ce moment-là. Ça m'a permis de me rendre où je suis. C'est-tu aide-nous un peu. Est-ce que tu stresses à faire ta méditation à des moments précis ou ou c'est le contraire, quand le stress rentre un peu trop, tu vas partir de ton application ou tu vas décider de prendre une séance de relaxation ou de respiration? C'est quoi ton modus operandi ou comment tu l'as intégré dans ta vie professionnelle? Dans ma pratique professionnelle, généralement, j'essaie de faire 3 moments de check-up dans une journée, le matin, le midi, Bravo. Le soir. Une évaluation du moment où on en est, qu'est-ce qui se passe, pas trop passer dans un mode anxieux vers le futur, pas trop culpabiliser sur le passé ou ce qui n'a pas été fait ou ce que j'aurais pu faire puis comment. Donc, j'essaie de faire ça là, 3 fois par jour. Dans le meilleur des cas, c'est pas ce qui se passe dans la réalité, mais c'est ce que j'essaie de faire. C'est un petit 5 minutes, juste un recentrement, là, 3 fois par jour. C'est ce qui me permet d'être stable parce que sinon, c'est vite là, perdre le contrôle. Là, et encore une fois, je le dis, la santé physique, c'est important, mais la santé mentale, c'est crucial. Ben, je te remercie. C'est très insightful, si je peux me permettre. C'est un excellent outil, c'est un excellent point aussi, se souvenir de faire attention à notre santé mentale là, et non pas seulement notre santé physique. Quant à moi, c'est des fois un peu plus difficile de trouver des outils du praticien à partager à tous les épisodes. Cependant, j'aime bien partager des outils ou des items, des choses qui sont nécessaires au niveau professionnel ou au niveau personnel. Alors moi, ce que je vous suggère pour cet épisode, c'est le Google Account Privacy Checkup. Vous avez pour la plupart tous un compte Gmail, un compte Google ou peut-être même au bureau un G Suite account. Et lorsqu'on s'en va dans la section Privacy Checkup de Google, ça nous permet d'avoir accès à nos réglages de vie privée, donc le Privacy Checkup. Il y a plusieurs éléments dans cette section-là, mais moi, l'élément que je veux attirer votre attention, c'est le premier qui est en haut quand on fait Google Privacy Checkup, c'est Make a Plan for Your Account. Use Inactive Account Manager to plan what happens with your data if you stop using your account. Arrêter d'utiliser son compte, ça peut vouloir dire volontairement cesser d'utiliser notre compte Google, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on devient incapable ou qu'on est décédé.
Alors, qu'est-ce qui arrive avec notre compte Google qui peut être une source énorme d'informations? Moi, personnellement, j'ai mes photos, mon compte Gmail personnel, j'ai mon G Suite là-dessus, j'ai plein de choses, mon calendrier, j'ai des notes personnelles, je partage plein de choses à travers mon compte Google. Donc, c'est important de faire un plan. C'est un peu notre testament de suite Google. Donc, make a plan for your account, allez dans Google Privacy Checkup. La première section, c'est qu'est-ce qui arrive avec notre compte alors qu'on cesse de l'utiliser. Il faut penser en cas de décès ou en cas d'incapacité. Alors, allez-y, c'est important. La plupart d'entre nous, où on a un compte Google, où il y a plein de gens autour de nous qui ont des comptes Google, et demandez-leur, est-ce que vous avez votre testament Google? Qu'est-ce qui va se passer avec votre compte Google lorsque vous allez cesser de l'utiliser? Alors, ça ressemble à ça. C'était mon outil du praticien Mathieu Laplante-Goulet. Là-dessus, je te remercie pour deux choses. D'abord, je te remercie pour ton outil du praticien qui était excellent, mais je te remercie aussi d'avoir pris le temps de venir nous jaser de ce domaine-là qui est très particulier, qui est différent, qui rejoint un peu l'imaginaire des avocats. Qu'est-ce qu'on fait? Puis on s'aperçoit finalement que c'est du droit. C'est pas nécessairement quelque chose qui est vraiment à part, mais le fait que tu jongles avec des règlements qui sont hors de nos lois standards, ça doit amener quand même un genre de défi intellectuel qui est vraiment le fun, parce que souvent on peut plaider ou on peut avoir à donner des opinions ou des consultations à des clients, mais faire du droit pur, on n'en fait pas nécessairement souvent, puis je comprends que ça te force un peu à faire du droit pur parce qu'il y a des règles ou des applications ou des choses qui sont un peu différentes, puis c'est vraiment le fun d'entendre ça de ta part. Oui, définitivement. Ouais. Conférences, enseignements, livres, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les prochains mois, les prochaines semaines, à part le déconfinement? Ben, c'est ça, là, on est en mode déconfinement tranquille. Les plans. Mettre de l'avant l'Association canadienne du droit et gouvernance du sport qui a été mise en place l'hiver dernier. Donc, je suis le vice-président, donc faire la promotion, lancer nos sites web, nos pages Facebook. On n'est pas encore là, on est immatriculé, mais on fera en temps opportun là, les démarches, mais je vous le dis de primeur. Ça s'en vient. On aime ça, les scoops, nous autres. C'est ça. Donc, ça s'en vient. Je ne peux pas vous dire quand exactement. Même moi, je ne suis pas dans le secret des dieux à ce niveau-là parce qu'il y a plusieurs enjeux à prendre en considération. Il y a ça. Il y avait une possibilité d'une conférence à Marseille dans mon ancien master à l'automne ou à l'hiver, mais je ne sais plus. On verra. Donc, c'est ça. Sinon, reste abonné à Zoom, ça devrait se passer comme ça. Ouais, c'est ça. C'est fort possible que ça se passe par Zoom. Sinon, j'ai eu un beau... moi, je peux dire... En me préparant un peu pour le podcast qu'on vient de faire, je suis revenu un peu à des amours... comment je pourrais dire, un triangle amoureux là, entre le droit du sport, les droits fondamentaux puis le droit constitutionnel. Puis là, j'ai vu, ouais, c'est vrai, l'article 91-92, là, c'est pas si clair. Puis comment ça, le droit fédéral a de préséance sur le droit provincial alors que en sport, techniquement, c'est du purement privé, c'est du purement local. Pourquoi ça devrait pas être les provinciales qui sont au-dessus du fédéral? Bref, probablement un article de droit constitutionnel là, sur le partage des compétences en matière de sport. Là. J'ai lancé 2 amis constitutionnalistes là-dessus là, récemment. Et on a un texte dans les livres sur l'arrêt Vavilov et la révision des normes de contrôle en matière administrative. Oui, on a d'ailleurs un épisode qui est en préparation là-dessus. Évidemment, il y a plein de choses qui ont tombé pendant la pandémie. Dont la règle municipale, dont la loi qui a été changée il n'y a même pas 2 semaines. Oui, même nous, il a fallu qu'on réécrive le texte au complet. Là. Ben, pas au complet, mais l'ajuster en disant, là, ils ont changé les normes d'appel, bien que c'était ce que Vavilov disait. Ils les ont changé pareil. Bon, on va réécrire la partie sur le Québec. On va faire un addenda. C'est ça. Ben, on avait un épisode là-dessus. On va voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Ben, écoute, je te remercie. Donc, l'invitation est lancée. Mathieu Laplante-Goulet et tes collègues, lorsque ce texte-là sera sorti, on va en parler dans un épisode de questions de preuve. Ça va nous faire vraiment plaisir. Merci Mathieu Laplante-Goulet. Vous pouvez le rejoindre à son bureau Trivium Avocat à Brossard, 450-926-8383. Je vais partager son
courriel. Je vais partager aussi son lien LinkedIn sur les notes de l'épisode. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rejoindre Mathieu pour toute question relativement au droit de sport, du divertissement et tous les embranchements qu'on a parlé aujourd'hui qui ont rapport avec ça. Si vous êtes un athlète, si vous êtes un membre d'une fédération, communiquez avec Mathieu. Au niveau des autres remerciements aujourd'hui, comme je fais un peu à tous les épisodes, je tiens à remercier James Patrick Cannon, notre recherchiste qui a participé à la préparation de cet épisode-là avec Mathieu Laplante-Goulet. Je pense que ça a été lui, Mathieu, si je ne me trompe pas, qui a été ton point de contact au départ. Merci James, qui est étudiant au barreau du Québec et qui travaille dans une grosse boîte journalistique ici. Merci à Constance qui a cette semaine travaillé dans le prêt d'équipement audio. On est, comme on parle souvent dans les podcasts, on est à préparer plusieurs autres podcasts, donc pas juste des épisodes de questions de preuve, mais plusieurs autres podcasts. Et là, mais maintenant, Constance est rendue experte en équipement audio et de sonorisation, microphone et console audio et se voit maintenant comme un peu une bibliothécaire à prêter de l'équipement. Avant d'oublier, ça manque un peu d'imagination, mais le mot-clé pour cet épisode sera sport. Il sera nécessaire pour obtenir vos crédits de formation. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. Restez à l'écoute des prochains épisodes. Nous allons accueillir d'autres invités de marque et je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi, chers amis juristes, pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com. Quant à moi, je suis @HRMartin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, toutes les applications de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcasts. J'ai besoin de vos étoiles. J'ai besoin de vos 5 étoiles. C'est important de faire connaître le contenu québécois sur les grandes plateformes de podcast. On est noyé dans un océan de contenu anglophone et américain. Joe Rogan ne devrait pas être votre premier choix, puis il y a eu une entente de plusieurs millions de dollars avec une exclusivité Spotify. Les podcasts, c'est comme la radio. C'est sur Internet. C'est démocratique, gratuitement accessible et qui sont pour tout le monde. Donc, ça ressemble à ça. Abonnez-vous, faites subscribe, vous allez recevoir nos épisodes automatiquement et gratuitement. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA. Et rappelez-vous, tout est question de preuve. J'espère que c'est enregistré tout ça. On a 2h45. Stop.